Bonjour à tous, Samuel Bibo micro. Bienvenue dans The Process, mon podcast sur la créativité artistique, qu'elle soit littéraire ou autre. Épisode 3. Se renouveler. Pour cet épisode, qui utilisera les idoles brisées comme fil rouge ou comme prétexte, on va se pencher sur l'idée qu'alors que de livre en livre, de texte en texte, le métier rentre, les compétences se développent et l'identité commence à trouver un contour de plus en plus précis, il est sans doute important de trouver un moyen d'injecter du neuf et du frais dans ce que l'on fait, et de dynamiter certaines routines. Tout petit humain doit apprendre à se tenir sur deux pieds et à marcher. Au départ, c'est compliqué, il va tomber encore et encore. Essai, erreur, essai, erreur, essai, erreur, encore et encore. À force, il va commencer à trouver ses marques et à coordonner tous les muscles locomoteurs nécessaires. Ce qui est assez impressionnant parce que ça en fait un paquet qu'il faut gérer en parallèle de toutes les sensations qui le renseignent sur sa position et sa vitesse de déplacement dans l'espace. Un véritable miracle qui est passablement crevant à un niveau psychique. Puis, une fois les marques prises, l'enfant ou l'adulte en rééducation prend des habitudes inconscientes et peut relâcher progressivement son attention et son contrôle. À la fin, il n'a qu'à se dire qu'il va avancer pour que ça se fasse tout seul. Ce qui était conscient est passé dans l'inconscient, dans l'autonome et l'automatique. On sait tous marcher, mais on est incapable d'expliquer en détail les muscles que l'on active alors qu'on déploie notre corps dans la marche. Ou comment on adapte notre tonus musculaire aux informations qui nous sont transmises par les différents capteurs. On marche et puis c'est tout. Et c'est très bien comme ça. De la même manière, la joueuse de tennis va automatiser son revers, le danseur va compter furieusement ses pas alors qu'il va apprendre à les placer jusqu'au moment où il pourra enfin entendre la musique parce que ses pieds feront d'eux-mêmes ce qu'ils ont à faire. Les habitudes, les automatismes, c'est génial. Jusqu'au jour où on se rend compte qu'on a pris une mauvaise habitude, que notre revers est mauvais et que de glisser une clope dans notre bec, à peine sorti du travail, n'est peut-être pas le meilleur réflexe. Pour la création littéraire, c'est pareil. À force d'être répétés, les gestes d'écriture peuvent devenir inconscients, automatiques. Et on n'a plus à se prendre la tête, à se poser 1000 questions. Ils vont se déployer d'eux-mêmes. L'esprit ainsi libéré, on peut se concentrer sur d'autres enjeux. Faut-il encore en trouver? Sinon, ça finit par devenir de l'écriture automatique. On tourne en rond, les mêmes techniques encore et encore, les mêmes gestes, les mêmes obsessions. En tant que prof de maths, j'ai l'impression que dans ma matière, c'est la course en avant. Dès qu'on commence à comprendre quelque chose, on passe au concept suivant. On ne se repose jamais. Le programme est chargé, il faut avancer, avancer, avancer. Mais au moins on va de l'avant. Une fois les additions maîtrisées, j'aborde les multiplications. Une fois que j'ai maîtrisé mes 4 opérations, on peut les utiliser pour gérer des calculs avec des lettres qui seront utiles pour les résolutions d'équations, les études des fonctions et ainsi de suite. Par contre, quand on écrit, c'est un apprentissage sans alternance, sans prof, sans patron. On est seul devant son écran. Et une fois qu'on a avancé d'un pas, on peut se demander « alors quoi ?» Il n'y a pas de cursus de liste de compétences à développer avec un jury neutre pour les évaluer. Et je dis ça pour la forme, la maîtrise de techniques littéraires, mais aussi pour le fond. Très rapidement, on prend des habitudes à ce niveau. On voit apparaître des formes récurrentes dans la production. C'est le retour de nos obsessions et de notre pensée automatisée. Contrairement à la joueuse de tennis, on n'a pas de prof pour nous contrôler régulièrement et nous dire si on est en train de prendre la bonne habitude ou pas. On n'a que nous, en tout cas au début, pour voir les habitudes se matérialiser. Et souvent, c'est déjà trop tard. Quand on arrive à prendre assez de recul pour voir les motifs récurrents dans notre prose, les habitudes sont déjà bien installées. On se dit, tiens, comme c'est curieux, ce nouveau personnage, là, cette mère, elle ressemble carrément aux 4 mères que j'ai déjà décrites dans le passé. Et en plus, vu les joyeusetés que tu peux inclure dans leur portrait, il serait peut-être temps de renouer avec ta psy, hein. Pour ce qui est du fond, une fois qu'on a fait le tour d'une obsession ou d'un type de personnage, il est sans doute temps de le laisser mourir et laisser de la place pour que puisse se déployer ce qui jusqu'ici était caché derrière. Rassurez-vous, vous ne tomberez jamais à court de problèmes dans votre vie et dans votre tête. C'est un puits sans fond.
Tout ça c'est super si on a la chance d'être hyper objectif dans notre production. Et là c'est rarement le cas. Souvent on a besoin d'une autre paire d'yeux pour comprendre ce qui est en train de se jouer. En fait, pas qu'une paire. Une seule paire, c'est prendre le risque que cette voix qui va pointer des récurrences et des faiblesses dans notre travail finisse par être ressentie comme une voix ennemie. Avoir un panel d'observateurs et de personnes pour commenter notre travail pourra nous permettre de distinguer les gros problèmes qui font consensus des autres qui sont peut-être juste une manifestation d'une sensibilité très personnelle. Devant les informations collectées, il faudra faire un choix. Il va falloir déterminer ce qui est nous, ce qui est indissociable de ce que nous sommes et de notre art, et ce qui peut être changé. Heureusement pour nous, ce n'est pas un choix définitif. C'est un choix, un engagement qui est à renouveler tous les jours. Là, je sors d'une conversation avec une amie qui vient d'écouter un brouillon du podcast que vous êtes en train d'écouter. Et si elle apprécie le propos, elle est gênée par la structure, ou plutôt l'absence de celle-ci. La question, mais où est-ce qu'il veut en venir ? Comme l'impression que je saute du coq à l'âne se met en travers de l'appréciation de l'épisode. J'étais irrité devant sa réaction, plus particulièrement devant le fait que d'une certaine manière, elle ne me comprenne pas, qu'elle ne voit pas la logique qui me permet de sauter d'un bloc à l'autre. J'ai commencé à me justifier, à dire que je refusais la position haute. Je ne me place pas en expert qui fait une leçon avec un grand A, un petit A, un petit B. Mes pensées ne sont pas partagées pour mener à un endroit particulier. Elles témoignent de ce que je sens en ce moment, alors que je revisite une période d'écriture. Et ce qui va avec, c'est une expérience intime, plus que pédagogique, qui est là pour inspirer plutôt que pour diriger. J'ai continué dans cette veine un moment jusqu'à ce qu'elle me demande quel était le but du podcast, pour moi comme pour mon auditoire. Qu'est-ce qui pourrait motiver les gens à le suivre ? Et j'en avais pas la moindre idée. Dans l'écriture de mes livres, comme pour la création du podcast, il y a la même dynamique, se mettre en mouvement avant même de savoir où l'on va. Le fait de bouger est une aventure, et plus j'explore, plus je comprends ce qui est là autour de moi. Et plus, progressivement, je commence à voir où est-ce que je pourrais aller, et surtout, où est-ce que je veux aller. Cette description de ma démarche n'a pu devenir consciente que parce que j'ai eu ce regard extérieur de mon ami, qui m'a poussé vers des questions que j'évitais. Ok, j'y vois un peu plus clair sur une habitude, et cette conscience va me permettre de me voir faire. Je ne suis plus en train de faire les choses automatiquement par formatage mental. Le choix apparaît. Si je n'ai pas envie de continuer automatiquement dans ma voie habituelle, je peux me creuser la tête, imaginer ou chercher des alternatives et des moyens de les mettre en place. Et alors, je peux enfin jouer avec l'aiguillage et envoyer mon train explorer d'autres chemins. Ok, chouette. Je m'éclate en me perdant dans mes pensées, émerveillé par leur beauté et leur profondeur. Mais ça pourrait être vu comme de la masturbation mentale. Je me fais plaisir sans prendre en considération le lecteur ou l'auditeur. Certes, les fumeurs, les amateurs de Proust, tolérants pour les auteurs portés par un talent moindre, peuvent éprouver du plaisir et sans doute pas mal d'autres sous-groupes peuvent apprécier mes étranges associations d'idées et mon refus de me prononcer, de donner une leçon ou une méthode. Cool. Mais pour les autres, est-ce qu'il faut que je structure mon propos, que je travaille mes liaisons et que j'édite tout ça pour coller à un thème ou je peux rester moi-même ? Mais c'est qui moi-même ? C'est le gosse que j'étais ? Est-ce que je peux me permettre de faire du surplace ou d'être soi-même, ça se commode d'une évolution ? On peut être soi-même et grandir, mûrir. Mûrir à une lettre près, c'est mourir. Et cette perspective est terrifiante. On peut avoir peur de se perdre. Personnellement, je suis un zèbre, un ex-élève à haut potentiel qui a franchement l'impression de ne pas avoir fait grand-chose de ce fameux potentiel. Dans le portrait clinique associé aux zèbres, il y a généralement un haut QI et beaucoup ne voient que ça. Mais pour moi, c'est secondaire. Pour moi, un élève intellectuellement précoce ou un élève à haut potentiel, comme on les appelait avant, c'est avant tout un hypersensible qui vit un peu tout trop à fond. Le bipolaire, il peut être hyper à fond ou hyper déprimé. Le haut potentiel, lui, il peut être aussi hyper vexé,
hyper effrayé, hyper esseulé, hyper en colère. Et généralement, pour son entourage, il a tendance à être souvent hyper casse-couille. Le côté gros QI, mental hyper développé, n'est en fait qu'une protection, une recherche de sens pour trouver une sorte de paix devant un monde externe comme interne toujours au bord de l'apocalypse. Ces gosses pensent souvent de manière différente, font des associations d'idées très surprenantes et se retrouvent souvent en décalage avec les gens autour d'eux. Plein de compassion, ils pleurent facilement sur le sort des autres et le leur. Ils sont obsédés par la justice, très exigeants, voire intolérants. Ils collent aux adultes parce qu'ils ne comprennent pas leurs petits camarades. Et en retour, ce décalage fait que ces derniers ne les comprennent pas non plus. Limite, ils les trouvent pénibles, bizarres, énervants. Ils apprennent à faire avec, à faire semblant de partager les mêmes intérêts. Mais souvent, ils se sentent comme ces agents russes ayant réussi à s'infiltrer derrière les lignes ennemies durant la guerre froide. Ils crient « Vive le capitalisme et le rêve américain », mais à l'intérieur chantent l'international et rêvent de la mer Russie. Sauf que pour les élèves intellectuellement précoces, s'ils savent qu'ils sont en territoire étranger, ils n'ont pas la moindre idée d'où ils viennent, ils n'ont pas de support idéologique, ils sont juste tout seuls. Et incompris. Bien sûr, on peut avoir ce genre d'impression sans être à haut potentiel. Le syndrome de l'imposteur est très répandu. Et je pense que les gens qui ont un tempérament artistique ont souvent une forte sensibilité qui peut les mettre à part. Et ces gens se retrouvent souvent confrontés aux questions. Comment vivre dans le monde quand on n'est pas de ce monde? Comment se dire soi dans le langage de l'autre? L'artiste se retrouve souvent dans la vie de tous les jours à s'adapter, à arrondir les angles pour s'intégrer. Autrement dit, à taire sa particularité. Et alors qu'il est enfin dans son atelier, devant sa toile, son instrument ou son ordinateur, sa particularité qui était une faille, qui lui a valu bien des railleries de la part de ses camarades dans sa jeunesse, devient une force. Ça lui donne un regard singulier sur le monde et qui lui permettra d'offrir à celui-ci quelque chose d'unique. Du coup, vous comprenez bien que l'idée de changer, l'idée de se perdre est terrifiante pour lui. Elle est terrifiante pour vous aussi. Même si vous ne vous croyez pas artiste, que vous vous trouvez normal, que vous êtes parfaitement intégré, il y a un artiste en vous. C'est juste que vous le cachez mieux que les autres, que vous êtes plus performant pour vous faire passer pour quelqu'un de normal. Tout le monde, pour rentrer dans la norme, doit sacrifier une partie de lui. Il doit se défaire de ce qui dépasse. Ok, qu'est-ce que je suis prêt à laisser tomber de moi pour rejoindre l'autre? Cette formulation est biaisée, elle éclipse la nécessité de parfaire son art et donc de ne plus se laisser aller, de sacrifier le confort de l'habitude, de l'automatisme qui nous porte, sans qu'on ait à coordonner le moindre muscle. C'est une question très personnelle, une question qu'il faut se poser à un moment ou à un autre. La première chose, c'est de prendre conscience de ce que l'on fait, de voir quelles sont nos obsessions, nos habitudes, de voir ce qu'elles nous apportent et en quoi elles nous entravent. Puis, on peut s'amuser à faire autrement, explorer de nouvelles idées. Je vous donnerai plus tard dans l'épisode une super piste pour ce genre de jeu. Puis une fois que votre répertoire aura gagné en amplitude, que vous serez à l'aise avec ces nouvelles possibilités, là, vous pourrez faire des choix. Armé de votre intuition, vous pourrez utiliser vos nouvelles options quand ça sera adapté à votre projet. Pour revenir à mon ami et à son avis sur la première version du podcast que vous êtes en train d'écouter, je me suis senti frustré. C'était un événement posé sur un autre, car elle n'avait pas apprécié mon troisième roman, Les Idoles brisées, pour une raison analogue. Trop de digressions, une ligne d'horizon peu claire, plus en bonus, trop de détails. Durant la conversation, j'ai résisté, j'étais un artiste incompris. Puis finalement, en me posant la question, tout ça pourquoi? De quoi veux-tu parler? J'ai trouvé le thème, et donc le titre du podcast, et du coup une accroche pour la personne qui vient à ma rencontre. Je sais de quoi je parle, donc je peux le vendre et le mettre en valeur. Et une fois le thème clarifié, je me suis retrouvé à réécrire toute l'intro. Maintenant, il me faut faire un pont entre cette intro et ce qui reste de la première version du podcast. Mais avant cela, je vais piétiner un peu et revenir sur ma peur de ne pas être compris, qui aboutit à mettre une quantité de détails écrasante pour mon ami.
Certains auteurs font beaucoup de descriptions. D'autres en disent le moins possible. Il n'y a pas de règle en la matière. Est-ce qu'on a besoin de préciser régulièrement qui est qui s'habille comment, qui a fait quoi dans les épisodes précédents? Je sais que j'ai un comportement paradoxal sur la question. Je peux m'énerver quand je regarde un film ou une série et que j'ai l'impression que le scénariste me prend pour un abruti en me répétant et en m'expliquant en détail ce que tout le monde a compris depuis 10 minutes. Je me sens insulté et ça me met en rogne. À côté de ça, quand dans un film d'auteur, l'information est véhiculée par le jeu de l'acteur, par un regard, une expression, un silence, l'information me passe souvent au-dessus de la tête. Je lis les critiques ou regarde des vidéos où les gens échangent sur le film, et là, en voyant ce que j'ai loupé, je me sens vraiment très con. Idem pour toutes ces nouvelles un peu intello. J'arrive à la chute, il y a une petite phrase anodine ou mystérieuse qui est censée donner du sens à l'histoire, et je reste un rien bouche bée. Parce que je comprends pas. Et quand on m'explique, c'est pire. Parce que la première chose qui me vient, c'est putain, j'ai passé 2 heures à lire ce texte pour cette chute-là? C'est nul! Elle est peut-être amenée subtilement, mais l'idée, oh mon Dieu, c'est d'un banal. 2 heures de ma vie complètement perdues. Je sais, je suis frustré, blessé, mais pas que. En dehors de Bukowski et Kundera, qui sont brillants, mais ne cherchent pas à faire les petits malins, généralement, les nouvelles, ce n'est pas pour moi. Quand j'écris, je dis ce que je pense, je ne suis pas en train de suggérer, je laisse peu d'espace pour l'interprétation. Ça en irrite certains, mais j'ai l'impression que pour écrire autrement, il faudrait que je change de sensibilité. Cette approche littéraire est le reflet d'un trait de caractère. C'est amusant, je mets trop de détails alors que de nature, au risque de me contredire, je ne suis pas contre être perdu. Je préfère sentir l'action que la comprendre. Mulholland Drive et Lost Highway de David Lynch font partie de mes films préférés. Et sont des films qui suivent la logique du rêve, où il se passe des choses fortes, mais c'est décousu. On ne comprend pas nécessairement les relations de causalité ou même de temporalité. Et c'est ce qui rend ces films forts pour moi. Ça me débranche le cerveau et me ramène à un état d'émotion et d'instinct amplifié. Même dans des films plus bas du front, des films dont l'action défie les lois de la physique et de la logique, ça peut fonctionner aussi. Personnellement, j'aime beaucoup l'approche de Michael Bay. Souvent, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe dans ces scènes d'action, mais on les sent viscéralement et ça dépote. Et pour ce qui est du sens, il suffit de regarder ce qui reste une fois que la poussière redescend. Du coup, le déséquilibre, l'incompréhension est momentané. Pas assez longue pour que l'adrénaline redescende et qu'on commence à se sentir frustré. On a une autre dose de mouvement, on fait le bilan et on peut aller de nouveau de l'avant. Pour moi, il n'y a pas nécessairement de contradiction entre mon attitude envers les nouvelles et celle que je peux avoir devant le cinéma de David Lynch. Lynch refuse d'intellectualiser, d'interpréter. Ses films reposent beaucoup sur l'ambiance, les sensations, les émotions. Ce sont des rêves puissants, pas de la branlette pseudo-intellectuelle stérile. Je sais, c'est injuste et c'est pas très mature. Mais ça fait vraiment du bien. Au sortir du ciel de la Terre, il était clair pour moi que je n'avais pas la maîtrise technique ni la culture pour faire une œuvre véritablement littéraire. C'était frustrant, mais finalement, ça m'a renvoyé dans un monde où je me sentais détendu et largement plus à ma place. J'avais écrit Le Ciel en réaction à Démiurge, un livre sérieux, concentré, autour d'un seul anti-héros, plus approfondi psychologiquement parlant, et avec la violence, le sexe comme la drogue réduit au minimum. Au sortir du Ciel, j'avais envie d'autre chose, je ne voulais plus être sage et présentable, j'avais envie de tourner tous les boutons à fond. À mesure que le projet mûrissait dans ma tête et que je voyais que malgré mes efforts pour être plus commercial et tout public, propre sur moi, Le Ciel de la Terre ne marchait pas mieux que le précédent, je me suis replacé dans une écriture pour moi avant tout. Quand je planchais sur Démiurge, ce qui m'a amusé, c'était de se lâcher et d'écrire, sans pression, sans avoir à se demander ce que les gens allaient penser. J'ai voulu retrouver ça. Mais comme disait Héraclite, on ne se baigne jamais 2 fois dans la même rivière. Je ne pouvais revenir à l'innocence de mes premiers pas, j'avais vécu et je ne pouvais l'oublier. Alors que le projet de mon 3e roman prenait forme dans ma tête, j'ai atteint le détachement nécessaire, non pas par la joyeuse indifférence qui m'avait accompagné mes débuts, mais par une attitude punk, agressive. Allez tous vous faire foutre, ça m'est en colère contre la terre entière, ça m'en colère contre lui-même de se voir vulnérable et énervé par le manque d'intérêt autour de lui.
Après la tentative de littérature légitime, retour au bis. Et finalement, pourquoi pas au Z, qui te fout la nausée, un roman fantastique. Puis la colère aidant, pourquoi pas de l'horreur. La colère, ça a beau donner de belles flambées instantanées, ça a du mal à tenir sur la durée. Du coup, s'il y a quelques scènes qui vont loin, le reste est beaucoup plus tranquille. Qui dit colère et pulsion antisociale, pour un jeune relativement blanc de ma génération, ça dit plus punk, metal que rap. Si j'avais glissé pas mal de titres musclés dans la bande originale du Sel de la Terre, c'était du saupoudrage. Là, j'ai décidé de faire du métal un élément central. Les personnages en écoutent et en jouent, ça fait partie de leur mythe fondateur. Donc le métal est un élément exotique, minutieusement détaillé, plutôt qu'une nouvelle référence divisante pour l'audience. Officiellement, j'ai commencé à écrire le roman en janvier 2014. Mais si on regarde bien, il y a eu toute une phase où je n'ai absolument rien écrit de concret sur Word, mais pendant laquelle le roman était en gestation. Mais bien avant ça, en 1999, j'avais lu sur Les Inrecuptibles un extrait d'un entretien avec David Lynch où il parlait de son processus créatif. Par moments, une idée, une vision, une émotion le traversait, et ça devenait le point d'ancrage de la nébuleuse qui allait se développer. Par exemple, pour son film Lost Highway, alors qu'il écoutait I'm Deranged de David Bowie, tiré de l'album Outside, il a une vision de phares de voitures qui se perdaient sur la route, une route enténébrée. Et c'est cette vision, accompagne cette musique qui a été ce point d'ancrage autour duquel toutes les idées ultérieures sont venues s'enrouler. Pour ma saga fantastique, dès que j'ai eu l'idée de la relecture horrible du mythe des Néphilim, tout a commencé à se mettre en place, les idées sont venues et sont intégrées progressivement. Contrairement à mes livres précédents qui commençaient à partir de personnages et qui suivaient finalement de très près leur évolution, j'ai fait les choses à l'envers. J'ai pensé en termes de situation, de lieu et de contexte, sociétal, politique et religieux. J'ai vu comment est-ce que les choses allaient s'imbriquer, mais vu de loin, comme si je planais à des kilomètres au-dessus du roman. Je dis contrairement, mais ce n'est pas vraiment une opposition. Le vrai changement n'est pas là. Il est dans l'idée de préparer en amont, longtemps, avant de se lancer. Parce qu'une fois devant l'ordinateur, la structure étant bien claire, je n'ai plus qu'à créer mes personnages et les lancer dans l'univers préalablement défini. J'ai choisi de planter mon monde imaginaire à Siska, une ville fictive de l'est de l'Oregon. Ça change de la France et de Nîmes, où j'avais planté l'action de mes 2 premiers romans. Depuis tout petit, je suis fasciné par les États-Unis. Il y a bien sûr le côté « l'herbe est plus verte ailleurs », mais c'est aussi en raison de leur domination culturelle totale. On parle de mondialisation pour expliquer l'évolution du monde sur tous les plans, mais je vois ça comme une américanisation. À travers sa musique et ses films, il façonne nos rêves et donc notre futur. À travers certains aspects peu connus du plan Marshall, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, tout protectionnisme culturel était interdit. Et donc la France a ouvert grand ses portes pour une importation massive de culture américaine. Mais ce n'est pas réellement de la culture. La culture n'est qu'un emballage, c'est beaucoup de propagande. Autrement dit, le marketing ne se contente pas de vendre des produits, mais une morale et une vision du monde. Personnellement, je suis allé une poignée de fois aux États-Unis. Et mon impression, c'est que le pays lui-même et les gens qui vivent ne ressemblent pas trop à ce qu'on peut voir à la télévision. C'est un monde immense, à la richesse naturelle, humaine, architecturale, culturelle, infinie. Mais Hollywood braque sa lentille déformante sur des microcosmes en rien représentatifs. Des flics, des malfrats et des tonnes de figurants. Pour moi, les États-Unis est un pays imaginaire où tout est possible. Rien n'est trop grand, trop fou, trop extrême. Il y a nécessairement un endroit là-bas où ça existe. Je suis sous perfusion permanente de culture américaine.
Je lis en anglais, je regarde essentiellement des séries, des films en anglais, sous-titrés en anglais. Voilà, je décroche pas, quoi. Si je n'aime pas particulièrement leur nourriture, pour la musique, les livres, les films, les infos, j'ai les yeux braqués là-bas. Je ne veux pas savoir ce qui se passe en France. Je n'occupe ce pays que de corps. C'est ma prison. Je n'ai pas envie de contempler la situation politique, sociale, culturelle, médicale de mon pays. C'est trop près. J'ai le nez dans cette merde toute la journée. Moi, je veux fermer mes yeux et rêver d'un monde merveilleux, un monde magique loin d'ici. Et pour moi, les États-Unis est un endroit parfait où concentrer mes pensées. Ils ont les mêmes problèmes que nous. Et souvent en pire. Et pourtant, quand je les vois là-bas, avec la distance, c'est soutenable. Ça peut être vu avec humour. Quand j'ai visité New York pour la première fois, j'ai été déçu. D'où j'étais, tout en bas, même le bitume, sans grue, ni filtre chromatique, je me sentais écrasé par les buildings. C'était comme si l'air avait été soufflé. L'endroit n'était plus magique, ce n'était plus le théâtre d'une journée en enfer, de taxi driver, des affranchis, de Seul à la maison ou bien évidemment Manhattan. C'était juste un lieu de béton, d'acier, de goudron et de verre. Collé à l'affiche, je pouvais la toucher du doigt et la voir telle qu'elle était, sans épaisseur ni rien derrière. Ce qui rend New York magique, c'est ce que tu projettes dedans. C'est cette valeur ajoutée dont se sert Hollywood pour donner du volume à ce papier plié. C'est du rêve. Mon histoire devait se passer aux États-Unis, mais dans un lieu fait de rêve. Un lieu vaguement inspiré et construit avec des morceaux de réalité. J'ai donc choisi de la planter dans un état que je connaissais qu'à travers les écrans. Je connaissais bien le sud, pour l'avoir visité, la côte est et la côte ouest, toujours pour l'avoir traversé, tout ça jusqu'au lac Tahoe. Il me fallait quelque chose d'un peu plus au nord, et toujours sur la côte ouest. Vu que Twin Peaks, une série séminale et qui a influencé ma saga, est plantée dans l'état de Washington, c'est le dernier état avant de passer au Canada, il ne me restait que celui d'Oregon, qui est juste en dessous. Je me suis enfoncé dans les terres et j'ai érigé une montagne qui crase son volume et de son ombre le monde à ses pieds. J'ai pris des archétypes de la culture et des structures américaines et je les ai réarrangés à ma sauce. J'ai joué avec le curseur et j'ai poussé certaines logiques dans leur retranchement. La religion avait une place centrale dans le ciel de la Terre. Dans la saga, elle garde encore une place de choix. Sauf que ce n'est plus dans une veine sociologique, et comme paratonnerre de ma colère, je voulais un peu plus de diversité. Les personnages sont élevés dans différentes versions du monothéisme judéo-chrétien, et sont à des âges différents de leur vie. Donc, j'ai pu basculer allègrement de jugement l'emporte-pièce à des propos bien plus nuancés, dans un sens puis dans l'autre. Pour les personnages, je m'étais tellement éclaté en écrivant les passages du journal intime de Lucas, dans le ciel de la Terre, que j'avais envie de suivre des lycéens. Perso, j'aime bien mes élèves et être à leur contact. Ils racontent beaucoup de bêtises, et pour quelqu'un qui peut être très exigeant et passablement intolérant, ça devrait être un feu d'artifice d'insultes et de moqueries dans ma tête. Mais non, pour moi, ils sont jeunes, ils ont le droit et peut-être même le devoir d'être cons, d'être à côté de la plaque dans leur vision du monde. Ils sont jeunes, ils n'ont pas tout le contexte, ils n'ont pas l'expérience, juste une énergie infinie, et une certaine innocence. Une énergie brute qui n'est pas encore complètement émoussée par la complexité, le cynisme, le nihilisme et le relativisme moral qui va avec. J'ai choisi des lycéens qui sont pour moi à un âge charnière. Ils sont en train de porter les dernières retouches à cette personne qu'ils ont inventée et qui va les représenter jusqu'à la crise de la quarantaine, voire jusqu'à la fin. La rébellion s'essouffle un peu, peut-être pour rebondir plus tard, peut-être pas. Mais alors que cette énergie régresse et que le lycée est bientôt terminé, c'est la fin du premier grand chapitre de la vie. Il y a l'espoir, mais il y a aussi de la mort de certains rêves et d'une certaine innocence. J'avais beaucoup d'ambition pour ma saga, je la voulais luxuriante, je la voulais peuplée, complexe, vivante, et pour ça, elle avait besoin d'espace. Au départ, je comptais raconter mon histoire en 1000 pages. 3 volumes devaient faire l'affaire. Au final, plus de 2200 pages étalées sur 4 romans, dont un, le dernier, qui sortira sans doute en 2 volumes, car en l'état, il dépasse les capacités de l'imprimerie numérique, qui impose une limite de 700 pages ou un truc comme ça. Pour arriver aux grandes scènes, au cœur de l'histoire, les personnages qui la peuplent ne peuvent être de simples véhicules. Ils ont une vie, des désirs, des failles qui sont sans rapport avec l'histoire elle-même,
et son thème. Pour le premier volume, il me fallait faire à la fois un roman qui tienne sur ses deux jambes, que les gens qui ont envie de s'arrêter là puissent le faire sans rester trop sur leur faim, mais il fallait que ce roman présente le monde et pose toutes les bases de l'intrigue. Et ce roman, le plus court des 4, c'est Les Idoles brisées. Il écrit ce qui se passe à Siska, ma ville fictive, durant l'année scolaire 1997-1998, pour une partie des personnages de l'histoire. Lors d'une première tentative, l'histoire partait dans toutes les directions, tirée qu'elle était par tous les personnages la peuplant. Il y avait des flashbacks, des narrations imbriquées, ça n'aidait pas la lisibilité et le plaisir de lire. Je risquais de me diriger vers un démiurge au carré, voire au cube, alors je me suis inspiré de ce qu'avait fait Lost lors de sa seconde saison. Lost, une série pour laquelle j'ai des sentiments plus qu'ambivalents, mais que je trouve fondamentale et fondatrice. En plein milieu de cette saison, après avoir suivi un même groupe de rescapés de l'avion qui s'était scratché pendant plus de 20 épisodes, tout d'un coup on se rend compte que, sur la même île, à quelques kilomètres de là, provenant du même avion, il y a un autre groupe qui s'en est sorti et a vécu dans tout un lot d'aventures complètement différentes. J'ai décidé de recommencer à zéro au niveau de l'écriture, ce qui n'était pas vraiment à zéro tout court, vu que l'histoire qui s'était précisée, alors que je l'écrivais, elle restait la même. Il fallait juste que je trouve un autre moyen pour la présenter. Ma saga, donc de 4 volumes, est coupée en 2. On suit des personnages dans les 2 premiers volumes. Et pour le 3e volume, on repart à zéro. En fait, on fait même plus que ça. Il se trouve que pour les premiers chapitres, on repart 16-17 ans en arrière, avant la naissance des personnages, et le regard de leurs parents va planter un contexte bien plus large. Après ces quelques chapitres, les mêmes intrigues vont être montrées au travers du regard d'autres personnages. Des personnages qui étaient plus ou moins secondaires dans les premiers volumes. Des personnages qui vont avoir des sous-intrigues personnelles et qui vont donner progressivement toutes les pièces manquantes qui vont venir combler tous les trous de narration. Souvent, quand l'histoire est dense, ça se fait au prix de l'épaisseur des personnages. Et je me suis fixé comme objectif de trouver un moyen de concilier les deux. Ça s'est fait au prix d'un texte bien plus épais, mais avec des protagonistes forts ayant des sous-intrigues solides. Chaque livre tient debout, et sur ce point-là, je suis plutôt content de moi. Alors, cette saga, Dans l'ombre de la montagne, et plus particulièrement le volume Fil rouge pour l'épisode, Les Idoles brisées. Ça parle de quoi ? Des jeunes filles sont régulièrement enlevées dans la petite ville de Siska en Oregon. La dernière en date, Tulip Gustafson, est la fille de la gouvernante de la maison de Sean Baker, le batteur d'un groupe de métal composé de 3 lycéens, lui, Logan et Joshua. Sean aime beaucoup sa gouvernante, donc il se met à la recherche de Tulip, persuadé que lui et ses amis seront bien plus capables de la trouver que les services de police de la ville. Parallèlement, Maria Quaron, la fille d'un pasteur déchu de la ville, est la proie de visions terrifiantes, des cauchemars de cannibalisme dans lesquels elle a du mal à se réveiller, provoquant la terreur de ses parents, mais aussi des hallucinations qui la laissent à penser que des gens respectables, des huiles de la ville, sont responsables pour l'enlèvement et la torture des filles enlevées. En solo, puis accompagnée des 3 métalleux, elle va elle aussi mener son enquête. Les mômes vont vivre parallèlement à cette intrigue leur vie de lycéen, avec les amourettes, les amitiés, les prises de tête avec les parents, les problèmes d'alimentation, d'addiction et d'image de soi, leur sexualité naissante et plein d'autres choses. Le premier volume ressemble à la première saison d'une série pour ados, avec tout de même un peu plus de substance. On pourrait dire que c'est un polar psychologique, qui est derrière les enlèvements, on ne le saura pas à la fin du premier volume. Si on isole l'ouvrage, cette intrigue n'est qu'un prétexte pour rencontrer les différents protagonistes et les suivre pendant un moment. À la fin du volume, pas mal de petites sous-intrigues vont être bouclées, dont une, on va dire, moyenne qui se termine sur la dernière page. La grande résolution, celle de la saga, viendra bien évidemment plus tard. Mais attention, un mystère peut en cacher un autre. Pour la suite, et donc le reste de la saga, le côté polar va refluer pour laisser place au fantastique, à des histoires de magie, d'intuition, de possession, de tout genre. Mais elle n'est pas abordée à travers le merveilleux. J'ai adopté un point de vue relativement réaliste, et je la décris de manière humaine ou scientifique. C'est un roman de science-fiction où la science va bien au-delà du métal, du silicone et du verre, et tout simplement d'un autre genre.
Au sortir du sel de la terre, je voulais d'un livre plus captivant, le genre où l'on ne puisse s'empêcher de tourner les pages. Question épice, le livre est chargé, beaucoup d'émotions, de conflits, mais ça ne fait pas tant tourner les pages comme des fous furieux que ça, quoi. C'est tour à tour très dynamique et contemplatif. Dès qu'on rentre dans l'intime, le rythme ralentit naturellement. Comme pour le sel, une bonne partie de l'adversité que vont rencontrer nos détectives en herbe sera interne. Même si se rêvent au cœur de l'action, ils en sont finalement assez loin, et donc il y aura peu de danger extérieur, ce qui est gênant pour créer de la tension. Pour remédier à ça, je les ai chargés question de démons intérieurs, au sens propre comme figuré, et ces derniers vont leur botter les fesses avec joie. Personnellement, je suis persuadé que les épreuves de vie nous font et nous défont. Elles nous forgent, elles nous aident à nous défaire de certaines scories de notre personnalité. C'est avec la pression qu'on fait des diamants à partir du charbon. Et franchement, je n'y suis pas allé de main morte. Ils en prennent plein la tête, mais ils ont aussi de formidables occasions de briller, de faire preuve d'ingéniosité pour dépasser leurs problèmes, avec plus ou moins de succès. Au niveau du style, le sel m'avait permis de travailler la narration à la première personne, mais à l'époque j'avais déjà l'impression de piétiner. J'avais mon style bien à moi, mais en voyant certains auteurs faire preuve de versatilité et adapter leur prose au fond de leurs histoires, je me suis senti étouffé dans mon écriture. J'ai ma manière de parler, chaque scène fait appel à des techniques que je connais et d'autres que je ne connais pas et qui m'amènent à faire des recherches, mais au final, c'est ma voix qu'on entend. Je suis trop présent dans mes livres. Je ne sais pas trop comment faire pour m'effacer. Laisser l'écriture suivre son cours sans m'inviter sans arrêt à travers mes tics de fort et mes délires de fond. Tenter des percées hors de mon précaré, tout seul me semblait impossible. Heureusement, pour moi, j'ai eu de l'aide de ce côté-là. J'ai commencé à fréquenter en 2014 un atelier d'écriture et ça m'a poussé dans des directions fort intéressantes. J'y avais été invité par un pote de salsa et j'ai découvert là une petite tribu fort sympathique. L'animatrice venait avec quelques livres qui l'avaient inspirée, avec quelques extraits qu'elle nous lisait et quelques consignes. Des exercices de 5, 10, 20 ou 30 minutes. À chaque fin d'exercice, chacun lisait son texte et après un bref retour de l'animatrice, nous passions aux participants suivants. L'atelier était fortement orienté poésie, et si j'avais su, je serais pas venu. Heureusement pour moi, durant le premier atelier, on avait suffisamment de latitude pour ne pas écrire de manière poétique, et je suis resté fidèle à mes habitudes. J'ai appris à apprécier cet atelier, et quand les consignes sont en fait vraiment très très poétiques, des fois je me suis rebellé, des fois j'ai plié et je me suis adapté, et il y a des choses très intéressantes qui ont pu se passer à ces moments-là. Moi j'ai un problème avec la poésie, elle me dépasse. J'aime bien les choses claires et indiscutables, pas vraiment le genre de texte ouvert à interprétation. Ou en tout cas, c'est ce que je me raconte. Je n'ai rien contre la rime, contre les métaphores, les oxymores et autres procédés. J'aime les beaux textes, j'aime bien les voir ornés de jolies figures de style. Devant les poèmes, je me sens un peu comme un petit enfant, devant un de ces casse-têtes, ces situations impossibles sur lesquelles tu ne peux que te planter. J'ai envie de hurler, si t'as quelque chose à dire, eh bien dis-le clairement, arrête de tortiller les fesses. Tout ça pour dire que ce n'était pas gagné à cet atelier. Et pourtant. Donc voilà, j'ai résisté. Et quand j'ai eu certaines consignes, des fois je me suis rebellé, je me suis débrouillé pour faire de la narration là où on attendait de la prose poétique. Mais voilà, quand les fois où j'ai joué le jeu, il y a des trucs vraiment super intéressants qui ont pu se passer. D'un coup, oui, il y avait d'autres choses à l'intérieur de moi, il y avait une autre manière d'écrire, il y avait d'autres phrasés, et j'ai découvert un autre auteur à l'intérieur. Maintenant, je m'amuse à écrire des petits poèmes, des chansons sans musique, des slams. Bon, je dis poèmes, mais c'est assez basique, assez old school. C'est genre Prévert, des trucs qui sont ultra compréhensibles. Voilà, c'est pas de la poésie super poussée. Au lieu d'ensevelir systématiquement mon lecteur sous le sens, par moments, je vais à la ligne, je laisse mon texte respirer, je laisse mes mots se déployer dans la tête du lecteur, je lui laisse le temps de sentir l'évocation.
Cette petite histoire me permet de faire une digression qui est en fait un retour en arrière sur certaines paroles que j'ai pu tenir lors du premier épisode. Si je reste hermétique à l'immense majorité des poèmes qui s'offrent à moi, incapable de les sentir et de les faire vivre en moi, j'ai tout de même avancé, je suis moins bloqué dans mes retranchements et certains vers peuvent m'illuminer l'esprit. Tout ça, ça a été accompli grâce à l'ambiance du groupe et à la persévérance de l'animatrice. On pourrait dire que j'étais comme un animal blessé, acculé, grognant et menaçant. Et grâce à l'atelier, j'ai retrouvé une certaine sérénité. La connexion avec le premier épisode se fait à travers ma tirade contre les profs de français qui avaient croisé ma route quand j'étais élève. J'y ai bien réfléchi dernièrement et je vois que le bilan est nettement plus contrasté que j'ai bien voulu le dire. J'ai adoré certaines œuvres qui m'ont été offertes, comme le Horla, Bel Ami de Maupassant, comme Germinal et l'Assommoir de Zola. Des livres modernes dans leur écriture et leur mise en scène, des livres pleins de vie, de puissance, tout ça noyé dans un océan de textes neutres proposés par mes professeurs, vaguement inintéressants, aussi vite lus qu'oubliés, et tout de même un dernier lot de textes qui m'ont fortement irrité. Il y en a deux en particulier qui m'ont extrêmement dérangé. La cicatrice de Bruce Lowry et Eugénie Grandet d'Honoré Balzac. Deux bouquins sur des gens laids coincés dans des situations aussi désagréables qu'inextricables. Eugénie, la pauvre, vu son sexe, l'époque et le contexte social dans lequel elle vit, elle ne peut qu'encaisser encore et encore la médiocrité des hommes qui mènent sa vie. Pour un ado qui se fait emmerder régulièrement par ses camarades et qui est écrasé par un parent autoritaire, ce livre, c'est un festival de douleurs post-traumatiques. Je n'ai pas envie d'être là, je n'ai pas envie de revivre ça. Je n'ai pas envie de me sentir impuissant comme ça pendant 300 pages. À la rigueur, si on m'avait dit, tu sais, dans les 10 dernières pages, elle les chope tous, elle leur coupe les couilles et elle leur fait bouffer. Ok, mais il n'y a pas lueur d'espoir dans ce livre. Les gens qui la peuplent sont méchants ou complètement cons vus du XXe siècle. Ni Grandet. Les années d'impuissance sont le carburant de la plus douce des vengeances. Comment la société a évolué, comment les femmes et les mœurs se sont libérées, et voient le livre comme un témoignage d'une autre époque. Mais moi, ado, devant le livre, j'étais sans filtre. Je lisais le bouquin et j'étais Eugénie. Et toutes les 2 pages, entre 2 séances de torture portant le nom de description d'un objet, d'un lieu ou d'une personne, je subissais encore les propos odieux de mon père, ce tonnelier avare. Je me faisais plumer par mon cousin dont j'étais éprise. J'avais envie de me cogner la tête contre les murs, c'était insoutenable. Et pour Jeff, du livre La cicatrice, non seulement il est laid et asocial, comme si j'avais besoin de me projeter dans la vie d'un tel personnage, mais en plus, la première personne qui lui tend la main, il la dépouille de ses plus beaux timbres, fait du chantage affectif, lui ment encore et encore, finit par accuser un autre camarade de ses torts, cerise sur le gâteau, à force de se comporter comme un petit trou du cul, il finit par provoquer la mort de son petit frère. La seule personne au monde qu'il aimait et même qu'il admirait. Si maintenant je comprends ce qui se joue dans ce roman, et le comportement du personnage principal fait sens, je peux avoir de la compassion pour lui. Mais à l'époque, oh mon Dieu, encore une fois, ça grattait dans une zone particulièrement douloureuse pour moi. J'imagine que j'aurais eu besoin à l'époque de pouvoir articuler mes sentiments dans un groupe bienveillant, plutôt que de n'avoir que la solution de repli. Ce livre c'est trop naze, le prof il veut nous dégoûter de la lecture ou quoi? En prenant le temps de parler de ce que ça me faisait ressentir, ce qui se cache derrière, c'est tellement transparent. Et guidé, j'aurais pu articuler comment je me sentais dans ma vie d'ado. J'aurais pu sortir le poison et ainsi m'alléger. Être entre amis, gens de confiance, savoir instaurer une ambiance bienveillante et une communication non violente pour pouvoir échanger autour de films, de livres, pour pouvoir écrire ensemble, s'exprimer et être entendu. Comme ça, je dirais que c'est un besoin fondamental pour l'être humain. Apprendre à articuler ses sentiments, à écouter l'autre, à faire preuve d'empathie plutôt que du jugement, sont des qualités humaines fondamentales. Et si par malheur on juge, ne pas se faire bannir, mais qu'une fois la réaction viscérale dissipée, on puisse examiner ce qui vient d'être dit, voir d'où ça vient, et ce que ça peut provoquer chez les personnes jugées, et pour les témoins de cette explosion de sentiments, ça, c'est une structure dans laquelle, aussi abîmé qu'on soit, il est toujours possible de s'épanouir et de devenir une meilleure personne. Dit comme ça ressemble beaucoup à un groupe de thérapie qui utilise l'art comme prétexte. Ce n'est pas pour rien.
je vais consacrer la majeure partie d'un prochain épisode à creuser le rapport entre l'écriture et la thérapie ou le développement de soi. Donc voilà, même si ce n'est pas exactement ce que je viens d'évoquer, les ateliers d'écriture m'ont été très bénéfiques. Ils m'ont aidé à sortir de moi-même et de mes habitudes. Ils m'ont aidé à tenter de nouvelles choses. Ils m'ont permis d'entendre les productions très personnelles d'autres personnes, de voir comment une même consigne pouvait être entendue et ressentie par mes camarades d'atelier. C'est une super expérience, et ça nourrit mon écriture, ça m'a donné un peu d'audace. Une chose amusante qui s'est passée durant ces ateliers, c'est que le côté bienveillant que je vante maintenant, ça m'a plutôt énervé au début. L'animatrice trouvait ce qu'il y avait de mieux et de singulier dans le texte lu, et elle prenait le temps pour le célébrer. Elle se concentrait sur le positif pour qu'il devienne une locomotive suffisamment forte pour tout emporter, le bon comme le moins bon. Moi, je rouméguais. Je voulais qu'on me dise ce qui n'allait pas, des pistes pour y remédier, et qu'on me donne une note, et que je me batte pour pouvoir me dépasser. Je demandais de la pression et du boutage de train. J'avais vu des ateliers en université à l'américaine, à la télévision, et ça fusait. C'était des fois des zones de combat. Les jugements étaient violents, et s'exposer était un acte de courage. Je voulais faire de l'écriture un acte héroïque, une aventure dangereuse, quelque chose qui fasse couler l'adrénaline dans mes veines. Je voulais que l'animateur soit un père aussi brillant que terrible, une parole claire et définitive, une parole d'expert brillante sans contradiction possible, une qui ne stimule pas la rébellion et les comportements autodestructeurs qui vont avec. Ce contraste me semble intéressant, parce que même si j'ai présenté de manière légèrement sarcastique les ateliers version barbare, je pense que les deux approches ont leurs vertus. En fait, elles sont même complémentaires. La bienveillance en permanence atteint vite ses limites, comme l'approche à grands coups de pied dans les fesses. On a besoin d'aller vers le bon, comme d'éviter certains écueils. On ne peut pas faire l'économie de certaines mises au point juste parce qu'elles sont désagréables et qu'elles nous confrontent à nos faiblesses et à nos manquements. De l'autre côté, plonger une personne dans une ambiance stressante où le danger est partout provoquera vraisemblablement colère, créativité limitée et frilosité devant le neuf et la prise de risque. On risque de se retrouver à utiliser massivement des stratégies d'évitement. On a besoin des deux, de la mère comme du père, de l'expansion comme de la constriction, de miséricorde comme de force. Je pense qu'à défaut d'avoir intégré en nous des principes féminins et masculins sains et fonctionnels, notre production littéraire comme notre vie vont être handicapées. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut se faire aider par des substituts de père et de mère au travers d'animateurs, de professeurs, d'amis et autres guides. Par exemple, si vous avez un problème avec les règles, en raison d'exposition avec des figures d'autorité tyranniques ou stupides, il faudra trouver une nouvelle figure plus modérée, moins violente, mieux informée, et apprendre à se laisser porter plutôt que de se rebeller systématiquement. Se rebeller systématiquement ou se soumettre bêtement, donc, bien sûr. Finalement, ça pourrait nous aider à développer à notre tour de la tolérance. Car peut-être qu'on en attend trop de la part de nos pères. Ils font souvent du mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils sont. Et si on arrête d'attendre d'eux qu'ils se comportent et la pureté d'un Dieu vivant, on sera capable de développer une palette de réactions bien plus nuancée. Autre exemple, si vous avez des problèmes pour accueillir vos pensées, vos phrases, vos textes imparfaits, passez du temps avec une présence douce, englobante, encourageante, contribuera à développer une certaine confiance. Mais ça ne peut se faire que si vous pouvez vous reposer sur cette figure. Et ça n'est possible que si ce n'est pas de la bienveillance délirante et vide de sens. Un refus désespéré de se confronter à certaines limites. Il faut que la personne en face puisse vous rappeler à l'ordre et vous empêcher de glisser, sinon ces paroles ne sont que du vent. À travers ces deux exemples opposés, vous avez le yin et le yang, analytique critique, mais connaissant la modération d'un côté, et de l'autre, encourageant, à l'écoute, valorisant, mais avec une certaine forme de fermeté. Bien sûr, tout ça c'est idéal, on est tous imparfaits, comme les gens qu'on croise. Il faut savoir accepter gracieusement ce qui nous est offert, tout en gardant l'œil ouvert pour des compléments possibles. Si j'ai eu la chance d'avoir pas mal d'amis en or pour relire mes livres, à partir des idoles brisées, j'ai choisi de faire appel au service d'une correctrice professionnelle, rencontrée au travers d'une connaissance commune. Donc voilà, une collaboration qui enfin a bien marché. Et même si j'ai eu le droit à un prix vraiment adouci, demander à une personne de lire plusieurs fois le livre et de traquer les fautes d'orthographe et les incohérences, ça a son coût.
La relecture, c'est un peu une torture, je n'ai pas vraiment envie de le faire. Je traîne les pieds pour m'y mettre. Puis quand j'y suis, si je me surveille pas, j'ai tendance à faire le travail en diagonale. J'ai tellement envie de passer à autre chose et d'écrire de nouveau. Quand on lit dans sa tête son texte, il y a tant de choses que l'on ne peut entendre. Là, j'ai choisi pour changer de m'enregistrer lors de mes relectures à voix haute, pour m'entendre au moment de le lire, puis sans avoir le texte sous les yeux, pour traquer les lourdeurs, les répétitions. Et c'est vraiment intéressant comme résultat final. Ce n'est pas un audiobook, je n'ai pas encore l'équipement et le savoir-faire pour l'enregistrer. Et de toute façon, il faudrait que la lecture du texte soit bien mieux préparée pour que la lecture déploie tout le punch contenu dans le texte. Je me suis tout de même bien amusé à poster la lecture des premiers chapitres sur ma chaîne YouTube. Donc vous pouvez vous faire une idée des 50 premières minutes du livre. De certains proches qui étaient récalcitrants à l'idée de lire un livre, j'ai pu obtenir, grâce à cet audio imparfait, qu'ils écoutent Les Idoles brisées et sa suite. Lire son texte à voix haute, le déclamer, permet de révéler son rythme et une dynamique interne qui n'est pas nécessairement évidente quand la bouche bien fermée, on laisse nos yeux glisser sur les lignes ancrées. C'est une révélation et je pense que quand on alloue une partie de sa conscience à la vocalisation du texte, on commence à le penser et à l'écrire autrement. Ça lui donne un peu plus de patate. Et je pense que ça le rend plus accessible, plus facile à partager. Quand on en fait l'enregistrement en plus, eh bien là on va démultiplier les personnes que l'on peut toucher potentiellement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont récalcitrants à l'idée de lire, même s'ils n'osent pas l'avouer de prime abord. En le lisant, vous lui donnez plus de vie et d'ampleur. Puis vous pouvez le poster sur SoundCloud ou sur YouTube, et voilà, il est à disposition de toutes et de tous. À titre personnel, je sais que même si je ne comprends pas grand-chose à la poésie, quand celle-ci est lue, je peux voir, ressentir des choses qui ne me seraient pas venues en lisant moi-même la page dans ma tête. Ou même à voix haute. Souvent, la personne qui va lire, eh bien, elle va injecter d'elle-même. Elle va... il y a... Dans ces audiobooks, il y a à la fois de l'ADN de l'auteur et de l'ADN du lecteur. Il y a des deux, et ça donne une créature chimérique qui est extrêmement fascinante. Question business et promotion, le partage par podcast, audiobook et vidéo, c'est le top. Et ça permet de pousser quelques échantillons, d'accrocher la clientèle. Et quand elle commence à vous suivre, vous pouvez proposer des textes plus exigeants ou tout simplement plus longs. Après, les poèmes, les slams, vous pouvez faire de petites histoires, puis basculer vers des nouvelles. Et après, qui sait ? Certes, ça ne va pas vraiment vous rapporter beaucoup d'argent. Mais vous faites un nom, vous cultivez de l'intérêt qui sera utile pour que votre prochain projet ne se perde pas dans le vide intersidéral. De toute façon, si vous voulez vivre de votre plume, la poésie et le roman, à part pour quelques élus, ce ne sont pas les voies les plus adaptées. Voilà, ça sera tout. Pour l'instant, je travaille sur plusieurs épisodes à la fois. Je pense que dans le prochain, on parlera de musique à travers l'interview d'un artiste en musique électronique, Indexcode, dont vous trouverez des playlists dans le descriptif de la vidéo. Après, en s'appuyant sur PLAC, le dernier livre que j'ai publié, on va prolonger ce sur quoi nous venons de terminer aujourd'hui. On va parler essentiellement d'art-thérapie, de chamanisme et d'occultisme. Ce qui colle parfaitement à certains thèmes développés dans PLAC. Après ça, je ne sais pas. Peut-être une série sur l'hypnose, c'est à voir. N'hésitez pas à laisser des suggestions dans les commentaires. D'ici le prochain épisode, vivez, créez, aimez, et à bientôt. Bye.